La matinale continue sur Espoir 47. Vous êtes bien sûr dans cette émission. On fait le point. Si vous aimez l'info, mais d'une façon décalée, comme on a l'habitude de le dire, mais aussi avec une détente, vous avez bien fait de nous choisir. Je l'ai annoncé en début de cette émission. Ils sont déjà avec moi en studio, les deux invités de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, de l'ANASAP. Vous allez les découvrir. Pour parler d'un thème spécifique, nous parlons de branchement illicite. Forcément qu'il faut connaître les impacts, aussi les apports de solutions, mais surtout et surtout les sanctions, parce qu'il va falloir dissuader ce qui se donne quand même assez pratique. Je vais commencer par la personne qui est plus responsable de la communication de cette agence, s'appelle Tamokle Kofi. Bon arrivée, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Herman. J'aime ça. D'accord. Bonjour, monsieur Herman. Non, Herman tout court. Ok, bonjour, Herman. Voilà, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, on La se NASAP porte aussi bien, se porte oui, bien. par la grâce de Dieu. D'accord. On parle aussi d'une brigade de salubrité au sein de la NASAP. En tout cas, c'est nouveau pour moi. On va tous découvrir de quoi il s'agit tout à l'heure. Mais le responsable, lui, le chef de bataillon, s'appelle, je vais retrouver le nom rapidement, K.O. Voilà. C'est lui qui est le commandant de ce qui paraît nouveau pour moi aujourd'hui. Nous parlons bien sûr de la brigade. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, J'espère que vous allez bien. je vais très bien. Alors, d'accord, je vais apprendre quand même à communiquer dans votre langue parce que vous êtes encore habillé. Donc, on va s'y faire. Alors, la NASA, peut-être vous à la maison, vous en connaissez quelque chose. Peut-être vous aussi, de l'autre côté, vous n'avez aucune idée là-dessus. C'est bien. On va essayer de faire un petit profil sur l'agence, ses missions, ses actions sur le terrain concrètement. Et forcément, c'est Tamokle qui va nous donner plus de détails par rapport à la NASA. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ce qu'il faut noter, c'est que l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique est une émanation du gouvernement. Nous sommes une entité de l'État. Notre mission, c'est de veiller à éradiquer le phénomène d'insalubrité dans la capitale et à l'intérieur du pays et de contribuer à rendre les villes du Togo plus belles, plus propres et plus vertes. Pour arriver à ces objectifs-là, qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Dans un premier temps, nous nous occupons de tout ce qui est assainissement. C'est un peu notre cœur de métier. Quand je dis assainissement, je pense d'abord aux rétentions d'eau. Il y a un certain nombre de rétentions, plus d'une vingtaine de rétentions d'eau, de bassins d'orage, qui, je dirais, maillent la ville de le Grand Lomé. Et ces bassins-là jouent un rôle crucial en période de pluie, dans l'écoulement des eaux jusqu'à la mer. Donc tout ce système-là, s'il n'est pas entretenu en temps réel, en période de pluie, nous aurons plus d'inondations que nous n'avons aujourd'hui. Donc c'est la NASAP qui vraiment s'occupe de maintenir tout ce système-là en état de fonctionnement pour éviter des catastrophes en période de pluie. Secondo, nous nous occupons aussi de tout ce qui est salubrité. Quand je dis salubrité, je pense à l'entretien général de la ville, l'entretien des espaces publics, la tonte des espaces verts que nous faisons à l'aide de moyens mécanisés. Je pense également au désencombrement et à la sensibilisation. Je pense également à l'aménagement des espaces verts. Donc, grosso modo, c'est un peu tout ce que nous faisons au niveau de la NASAP, sans oublier le transport des déchets. Parce que depuis, je dirais, 2 ans, nous nous sommes lancés dans une nouvelle activité que le gouvernement nous a accordée, est le transport des déchets ménagers des sites intermédiaires vers la décharge finale d'Aképé. D'accord. Bon, il y a une petite nuance. Je ne comprends pas trop savoir aujourd'hui qu'il y a quand même les mairies, les communes. Voilà. Et comment est-ce que vous gérez avec les communes? Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes par rapport à la gestion des déchets dans certaines communes, avec les précollecteurs. Dans certaines communes, on a eu vent des problèmes. Parlons de la commune d'Olfsheim, par exemple, avec les amendes qui suivent. Bon, il y a aussi les marchés publics, ainsi de suite, pour permettre aussi à des entrepreneurs qui ont les moyens quand même de faire le travail. Mais vous, à votre niveau, comment vous gérez avec ces maires-là? Merci beaucoup Herman pour cette occasion que vous nous donnez d'expliquer encore comment est-ce que la chaîne de gestion des déchets marche. Dans un premier temps, il faudrait souligner que la NASAP était antérieure à la création des communes. La NASAP existait avant la création des communes. Et après la décentralisation,
il y a eu un certain nombre d'activités qui ont été partagées entre la NASAP et les communes, notamment la gestion des déchets. La gestion des déchets, actuellement, comment est-ce qu'elle est mise en œuvre? Pour faire simple, je dirais qu'elle se pratique en 3 volets. Le premier volet, c'est cette phase-là où le pré-collecteur vient chez vous, dans votre ménage, dans votre domicile, et prend le déchet. Et ce volet-là est géré par les communes. Maintenant, quand il prend le déchet, il l'envoie à un centre de regroupement, centre intermédiaire ou à un centre de transit. Maintenant, quand ça arrive au niveau du centre de transit qui est sur un territoire communal, c'est de là-bas que la NASAP ou bien le district autonome du Grand Lomé, mais ça dépend actuellement, nous sommes 2 acteurs au niveau du Grand Lomé. Nous couvrons toutes les communes du Golfe et toutes les communes d'Agoué, et le Golfe 7. Donc, quand les déchets arrivent au niveau du centre de transit, c'est la NASAP maintenant qui se charge d'évacuer ces déchets-là vers le centre d'enfouissement technique. Et quand je parle des déchets, c'est des grandes quantités, parce que vous imaginez tous les déchets des ménages venir au centre de transit, et c'est de là que nous évertuons à l'amener au centre de transit. Vous avez fait mention des entreprises qui doivent travailler. Effectivement, nous n'opérons pas directement cette activité-là. Nous travaillons par des appels d'offres et c'est des opérateurs du secteur privé qui gagnent ce marché-là et qui l'exécutent pour le compte de la NASAP et pour le compte du gouvernement de manière générale, je vais dire. Donc ce n'est pas une activité que nous opérons directement, mais ce n'est pas l'intermédiaire des entreprises du secteur privé. Donc la précollecte, le premier maillon est géré directement par les communes et nous n'avons pas la main dessus. Chaque commune s'organise comme elle peut et selon ses moyens, selon sa tragédie. L'essentiel, c'est que ce soit efficace sur le terrain. Maintenant, les citoyens apprécieront si c'est efficace ou pas. Très bien. Bon, vous savez comment nous joindre. Vous avez déjà le numéro derrière nous. Le 93 49 45 45, vous pouvez quand même poser vos questions, soit via WhatsApp, comme vous avez l'habitude de le faire aussi. Vous pouvez rentrer en ligne et poser aussi directement des questions pour plus de détails par rapport à une zone d'ombre. On parle de brigade de salubrité. Moi, je le disais en début d'émission, c'est une nouveauté pour moi. Peut-être que vous la connaissez, mais la personne qui est en charge de cette brigade, elle est aussi là. Rebonjour. Bonjour Herman. Alors, bonjour. quand on parle de brigade de salubrité au sein de la NASAP, de quoi il s'agit concrètement? Merci Herman. D'entrée de jeu, je voudrais vous rappeler que la brigade de salubrité publique de la NASAP a été créée par arrêté numéro 1357 par ministère de MUH RC bar SG bar CAB du 18 novembre 2016. Donc nous faisons bientôt 8 ans que la brigade, est créée au niveau de la NASAP. Donc concrètement, qu'est-ce que la brigade est? Elle est composée de 13 membres, à savoir 2 militaires, 2 gendarmes, 2 policiers, des fonctionnaires du ministère de l'Environnement, des fonctionnaires du ministère de la Santé, de l'urbanisme, et ça fait 13 au total, si je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Et nous sommes basés au niveau de la NASAP, notre brigade est là-bas. Comme mission, nous gérons principalement les plaintes, nous faisons de la police administrative, nous faisons de la protection du personnel de la NASAP sur le terrain, nous faisons des patrouilles, nous faisons de la veille environnementale et nous participons aussi aux grandes opérations de désencombrement, surtout dans la ville de Grand Lomé. Et aussi, nous faisons beaucoup d'efforts pour pouvoir permettre à ANASAP de pouvoir implémenter sur le terrain tout ce que ANASAP a comme activité à faire. Très bien. Bon, vous gérez les plaintes, d'accord. Mais la veille environnementale, comment ça se fait? Est-ce que vous circulez, vous voyez là où il y a les déchets, vous faites appel à vos collègues de la NASAP pour venir intervenir, ou comment ça se fait à ce niveau-là, la veille environnementale? Ou peut-être le 1er juin, on sait que c'est la journée de la musique, parce qu'il y a, comme on fait des plans, la mise en tête des plans, vous venez poursuivre à nouveau. Concrètement, la mission sur le terrain, c'est quoi la veille environnementale? Concrètement, en matière de veille environnementale, nous participons, comme vous le dites, à la journée de l'arbre, à la mise en terre des plans,
Et nous veillons aussi à ce que ces plans qui ont été mis en terre soient bien entretenus, qu'elles ne soient pas livrées à des actes de vandalisme et que ces arbres puissent grandir normalement. Nous participons aussi à la protection en faisant des patrouilles. Voilà. Donc nous avons un véhicule au niveau, des moyens roulants au niveau de la brigade et nous faisons des patrouilles pour éviter que des actes inciviques viennent détruire ou sinon annihiler l'effort que le gouvernement fait en matière de l'environnement. Oui, parler de ces actes, il y en a plein hein, sur nos routes. Bon, en matière de civisme, franchement, lorsque vous circulez, vous en connaissez, puisque vous êtes là depuis plus de 8 ans déjà. Voilà, ces actes civiques, parce que nous parlons de salubrité, nous parlons de déchets, quelqu'un dans un taxi qui finit de boire, il jette le sachet de pas. Mais lorsque vous tombez sur ce genre de personnes, on va parler des sanctions après, hein, mais c'est quoi l'action directe? Ou bien vous pas directement là-bas. Quelqu'un, par exemple, sur sa moto qui finit de boire, il met les sachets patins. Est-ce que vous intervenez directement là-bas ou bien vos actions voilà, ne notent pas quoi dans ce cadre-là? Merci Herman. D'abord, comme je l'ai dit, je l'ai décliné dans les grandes lignes de la mission de la brigade. Nous faisons des patrouilles. Enfin, au cours de nos patrouilles, soit à l'arrêt ou bien en déplacement, ces genres d'actes inciviques, nous les remarquons. La première réaction, c'est d'interpeller les intéressés, leur faire savoir que les actes qu'ils posent ne contribuent pas à la protection de l'environnement ou bien de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et nous les sensibilisons, nous leur faisons remarquer par eux-mêmes que ce qu'ils posent comme acte n'est pas bien. Et la plupart du temps, les gens obtempèrent et les gens corrigent. Quoique la nature humaine est difficile à corriger et que vu l'explosion démographique au niveau de Lomé, tout le monde n'est pas censé connaître tous les actes qu'il faut. Maintenant, nous, par pédagogie, nous amenons les gens progressivement à proscrire ces genres de comportements. Et dès que des gens sont ciblés et que la pédagogie n'a pas pu atteindre, nous passons à la mise en demeure, c'est-à-dire que nous donnons des délais à des gens pour pouvoir se conformer. Et c'est par après que, comme vous l'avez dit, on va passer au grade supérieur, qui est la troisième étape. Je sais que vous voulez réagir par rapport au sujet, oui. Oui. Mais je voudrais aussi ajouter que, Herman, le fait que vous venez de citer n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que la NASAP, à travers la brigade, gère, je dirais, des problèmes de salubrité à l'intérieur des quartiers, mais qui sont, je dirais, plus consistants que cela. D'accord. Mais pêle-mêle, je dirais, par exemple, votre voisin qui est là, qui a un étal de fumage de poisson qui vous gêne, votre voisin dont les égouts débordent et ça crée une mare au niveau de chez vous, votre voisin qui fait des élevages en quantité, les odeurs, le bruit, ça vous dérange, le meunier, mais d'à côté, le voisin d'à côté qui a refusé de s'abonner à la précollecte et qui a transformé peut-être toute votre rue en dépotoir sauvage. Donc c'est autant de plaintes que nous recevons directement de la part des citoyens togolais par notre ligne verte, par écrit ou par tout moyen que ce soit. Mais les gens même vont jusqu'à signaler dans les quartiers, mais les zones où il y a des dépotoirs sauvages là. Et c'est toutes ces activités-là aussi que la brigade gère. Mes activités-là sont très importantes pour moi parce que je me dis c'est ça qui permet aux citoyens lambda d'avoir un cadre de vie assez propre. Parce que je ne peux pas être chez moi et du fait de l'insalubrité de mon voisin, je suis un peu gêné. Donc nous arrivons aujourd'hui à résoudre ce genre de problème pour que chacun puisse se sentir à l'aise chez lui. Très bien. Dans ces cas cités tout à l'heure, autrement dit, on doit normalement se diriger vers la NASAP, vers la brigade de salubrité, pour ces plaintes-là. Normalement, dans un premier temps, aujourd'hui avec l'avènement des mairies, il est de bon ton que les résidents des communes se dirigent vers leur mairie, notamment au niveau des services techniques. Maintenant, soit il y a des mairies qui, quand elles ont des plaintes, elles nous appellent directement. Et il y a aussi des citoyens, quand ils sont allés se plaindre au niveau des mairies sans succès,
Et en dernier recours, ils se tournent vers nous et nous gérons. Maintenant, si un citoyen aussi nous saisit directement, selon l'ampleur de sa plainte, nous gérons aussi. Mais l'idéal, c'est que les citoyens s'adressent directement à leur commune d'abord, avant de nous saisir. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un certain nombre de choses, notamment liées au branchement illicite, les conséquences, voilà, les impacts, les solutions, les sanctions et autres. Ce n'est pas une première sur les médias, ça a commencé, ça fait un bon moment. Vous êtes tellement présent aujourd'hui sur les médias, on se pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi aujourd'hui on voit un peu plus sur les médias. Est-ce que ça sent mauvais devant ou il y a quelque chose derrière? Non, je vais juste m'épuiser mes éléments de répondre à ce que vous venez de dire. Mais les gens qui jettent les détritus sur les taxis-motos, par les vitres, c'est des comportements qu'on ne peut que corriger a priori dans un premier temps avec la sensibilisation. Il faut que nous arrivions à parler aux gens, à leur expliquer que ce genre de comportements sont un peu rétrogrades et que ça n'honore pas le cadre de vie. Maintenant, c'est après la sensibilisation que maintenant on peut passer à l'étape de répression. Il faut aussi souligner que tout ça là contribue au changement de comportement parce qu'on estime, comme le commandant l'a dit, c'est avec de la pédagogie qu'on peut arriver vraiment à changer les habitudes. Maintenant, c'est vraiment quand il y a des récalcitrants, des récidivistes, qu'on fait appel aux sanctions. Puisque chez nous, notre directeur général, il a toujours dit, la sanction ne vient qu'en dernier recours. La sanction ne vient qu'en ultime recours. Donc la sensibilisation d'abord pour expliquer aux gens que si je jette par exemple mon déchet dans un caniveau, je suis responsable de l'inondation qui va survenir dans ma zone. Entre autres choses. Alors, vous êtes sur un certain nombre de chantiers, vous venez de parler de curage de caniveaux. Il y a beaucoup de travaux. Concrètement, vous avez engagé ces travaux dans quel cadre? Ça vous est venu comme ça de commencer ou il y a un certain nombre de problèmes à corriger sur le terrain? Vous n'êtes pas sans savoir que dans la première phase de la saison des pluies de cette année, certains quartiers ont connu des inondations très énormes par rapport liées à certaines pratiques, certains comportements des riverains de certains grands points qui sont les bassins de rétention d'eau et surtout au niveau des caniveaux qui bordent certaines maisons, ceux qui sont surtout au niveau des grandes voies. Donc nous avons constaté, étant dans l'assainissement, la NASAP étant dans l'assainissement, a constaté que l'écoulement d'eau n'étant pas fluide est dû à certains comportements, à l'envasement de certains bassins, au remplissage de certains caniveaux. Donc, pour pallier à cet état de fait, le gouvernement a pris en charge celui de financer, de donner les moyens à NASAP de procéder au curage de certains grands caniveaux qu'on a jugés envasés et c'est des grands bassins de rétention d'eau. Dans quelle zone concrètement? Cette opération a eu lieu en grande partie au niveau de Agoye-Nivé. Je vais citer les grands tronçons, d'abord les bassins de Deux Lions, bassin de Léo 2000, bassin Caméléon, bassin de Agbalpedo, le bassin de Avedji 1, Avedji 2, le bassin de comment l'appelle-t-on, de Todman, le bassin de Aïdogome. En tout et pour tout, au moins 10 bassins, au minimum 10 bassins ont connu des opérations d'entretien, de curage et de curage des caniveaux ceintures de ces bassins. Et maintenant, au niveau des grandes artères qui ont connu des opérations de curage, je vais commencer peut-être de l'est vers l'ouest. Donc, au niveau du boulevard Jean-Paul II, quand vous prenez à partir de l'ambassade du Gabon jusqu'à la pharmacie Lilas, au niveau de Agoye, surtout la zone de CMS Agoye, à partir de Leader Price jusqu'à l'échangeur d'Agoye, des deux côtés, au niveau du bassin de Deux Lions, des deux bassins jumeaux de Deux Lions jusqu'au rond-point de Léo 2000 et surtout la zone tout autour de Hôtel Concorde.
Voilà, donc cette partie, comme vous le savez, a été fait l'objet de stagnation d'eau, empêchant vraiment la circulation au moment des pluies. Donc, toute cette grande zone-là ont connu des grandes opérations. Sans oublier aussi au niveau de l'ancienne ville, à savoir au niveau de Golfe 4, au niveau de Golfe 1 également, il y a des grands artères qui ont fait l'objet de curage. Et pendant ces curages, nous avons constaté que les maisons, des familles, des ménages ou bien même des commerces ont fait des branchements de leur tuyauterie d'évacuation d'eau, de toilettes, de WC ou bien de ménage tout court ou bien de lavabo directement dans les caniveaux. C'est ça que nous appelons des branchements illicites. Ah, d'accord. Autrement dit, quelqu'un qui est à la maison, il appelle un plombier, vous savez, c'est le rôle de plombier, c'est le rôle de qui? Mais lorsqu'il se douche, directement, lui n'a plus de putain à la maison, c'est ça? Ça va directement dans les caniveaux. Oui, c'est un peu ça. Oui, ils font des branchements pour maintenant diriger l'eau des puisailles WC dans les caniveaux publics. Bon. Oui. Mais comment ça se fait? C'est pas dangereux ça? Ah, mais eux, pour eux, ils se disent qu'ils font économie de vidange, mais qu'ils n'auront plus à payer mais les frais de vidange. Donc pour eux, bon, mais la pluie viendra ou bien mais les caniveaux vont conduire leurs déchets, je ne sais où. Oui, mais par rapport à votre constat, est-ce que c'est quelques branchements que vous avez constatés où effectivement il y a énormément de branchements? Non, il y a énormément. Aujourd'hui même, comme le commandant l'a dit, les petits commerces, les coiffeuses par exemple, quand elles lavent la tête de nos soeurs, de nos mamans, l'eau c'est dans les caniveaux. Il y a même des gens, leurs piscines, pour évacuer l'eau des piscines, ils ont fait des raccordements au niveau des caniveaux. Il y a les petits centres de santé, mais les boutiques, tout ça, tout ce beau monde-là qui produit de l'eau. C'est ce qui fait que souvent quand on est là, vous êtes étonné que en saison sèche, il y a de l'eau dans les caniveaux, alors qu'il n'a pas plu. Les caniveaux sont essentiellement destinés pour acheminer l'eau de pluie. Mais on est étonné de voir que en saison sèche, il y a de l'eau dans les caniveaux. Cette eau, elle provient d'où? Secondo, beaucoup de gens se plaignent qu'il y a des odeurs nauséabondes qui émanent des caniveaux, alors que nous sommes en saison sèche. Ces odeurs-là viennent d'où? Ces odeurs-là viennent de ces branchements illicites. Et ces odeurs-là incommodent tous ceux qui sont installés aux abords de ces caniveaux-là. Lesquels des impacts concrètement oui. Sur peut-être l'environnement, sur celui-là même qui... Parce que moi, c'est une réflexion comme ça. Oui. Qui le fait? Qui fait un branchement ici? Est-ce que par hasard, lorsqu'il la rétention d'eau, il y aura débordement, est-ce qu'il n'y aura pas un petit retour au niveau de la personne? Je ne sais rien, c'est vous qui êtes le technicien. Non, bon, mais ça dépend de la pente, de la côte. Okay. S'ils sont tués comme ça, l'eau ne peut pas retourner forcément. Mais ce qu'il y a, c'est que l'huile est à un point A, il dégage ces eaux-là, mais les conséquences se font ressentir sur toute une longueur. Mais peut-être que lui-même directement ne subit pas les conséquences de ce qu'il fait. Lui-même directement ne subit pas les... Et à chaque fois qu'on fait des campagnes de curage, c'est pratiquement dans tous les quartiers de Lomé aujourd'hui, c'est un sport national que les gens font. Donc c'est pourquoi nous allons en guerre comme ça. Il y a, je pense, 2 ans, on avait éradiqué ça. On avait fait une campagne de curage avec le district autonome dans le temps. On avait vu ça, on a fait la sensibilisation, on a bouché, mais on a vu que c'est revenu. Donc, mais c'est pourquoi le directeur général de la NASAP a souhaité qu'on se lève contre ce fléau-là. Il y a un communiqué par rapport à ça et dans le cadre de la sensibilisation bientôt. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir en termes de branchement illicite. Les conséquences aussi, c'est surtout sur les voisins, pas sur la personne même qui pratique ce branchement illicite, comme l'a dit le responsable de communication. Maintenant, c'est vrai que vous l'avez dit il y a 2 ans, vous l'avez éradiqué ce phénomène. C'est revenu. C'est quoi les solutions que vous envisagez pour mettre encore fin à ça? Comme solution, d'abord, on a au cours des... Je peux dire que les zones que je venais de citer, c'est juste des zones témoins. Sinon, c'est comme le directeur de la communication l'a dit, ça dit que c'est un sport national. Sinon, à Lomé ici, pratiquement, c'est dans tous les quartiers. Donc, nous, on a fait que constater que
certaines zones pendant le curage, les activités de curage que le gouvernement nous a commanditées. Donc nous on s'est dit que effectivement ça fait légion dans la ville. Et nous avons procédé également à des vérifications de certains caniveaux juste par échantillonnage et nous avons constaté qu'effectivement dans tous les quartiers ce phénomène se passe. Donc par rapport à ça, comme le directeur l'a dit, il y a un communiqué est sorti avec un délai butoir pour permettre à ceux qui ont fait ce genre de branchement, c'est pas tout le monde, hein, il faut le préciser, et ceux qui sont dans le cas n'ont qu'à faire tout pour les sectionner ces branchements-là dans les caniveaux avant que nous on passe à l'action, parce que nous allons procéder aux fouilles et à la détection de tout ce beau monde-là et nous allons procéder aux fermetures. Ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, nous allons donner des mises en demeure, c'est-à-dire des délais d'exécution à ces personnes-là, de pouvoir se conformer, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des caniveaux, les fosses septiques, ni des fosses de rétention de leurs eaux usées, d'effectuer des travaux dans ce sens pour pouvoir retenir leurs eaux chez eux en vue de les vidanger par après. Et passer ces délais de mise en demeure que nous allons procéder à des sanctions. Et en parlant de sanctions, le gouvernement, il y a des réglementations qui sont prévues par rapport aux infractions. Il y a des amendes qui sont prévues par rapport à ça, des montants précis que je ne vais pas m'évertuer à citer, mais ça figure dans la loi, sinon plutôt dans le décret 2022-106. D'accord, mais peut-être les décourager, pourquoi ne pas donner un petit montant? Bon, moi, je vais dire, est-ce qu'on peut emprisonner quelqu'un pour ça? Bon, a priori, non. Je pense qu'une amende, je ne fais un crime. Bon, à moins que vraiment ce soit peut-être des déchets toxiques qui ont contaminé des gens et ont entraîné la mort. Là, on peut dire que c'est un crime. Mais si ces actes-là, ça rentre dans le cadre des délits. D'accord, c'était une question directe. Je me souviens, lorsque vous parlez de ces sanctions-là, je ne sais pas si ça rentre également dans ce sens-là. J'ai cru lire aussi des sanctions dans ce sens. Lorsque vous versez par exemple les eaux usées sur la route, il y a un certain nombre d'amendes à payer. Lorsque vous versez peut-être votre poubelle dans le caniveau, on vous surprend, il y a un certain nombre d'amendes à payer. Je ne sais pas si c'est de ces sanctions-là vous parlez un peu plus. Parce qu'il y a un certain nombre de montants communiqués qui étaient plus ou moins exorbitants. Hein, quand vous tombez sur ce montant-là, franchement, il ne faut même pas rentrer dans ces actions-là. Sinon, c'est vos économies qui s'en vont comme ça. Effectivement, il y a des taux par rapport aux infractions. Le législateur a prévu des taux allant de 5 000 jusqu'à même voir 500 000, 2 500 000, voire même 5 millions. Voilà. Le directeur l'avait effleuré en parlant des déchets issus des soins médicaux. Ouais. Voilà, donc des centres de santé, des structures sanitaires, lorsqu'elles ne se conforment pas et que nous faisons. C'est le lieu ici de rappeler que, comme il a su bien dire, il y a de cela 2 ans, il y a une grande opération de vérification au niveau des structures de santé, des structures industrielles, par rapport à la gestion de leurs déchets, en général, liquides comme solides. Donc, à l'issue de cette grande opération de vérification au niveau de ces structures, des recommandations ont été formulées. Des missions de suivi également ont été faites pour voir est-ce que ces structures-là se sont conformées par rapport à la gestion de ces déchets liquides comme solides. Donc, le législateur a prévu des sanctions par rapport à ça. D'abord, comme on l'a déjà dit, d'abord nous procédons par pédagogie, par sensibilisation, information, pour que le message aille. Et maintenant, dès que le message est passé, on se dit que normalement les gens doivent se conformer. Et souvent nous faisons le suivi. Le suivi permet de voir est-ce que les gens, dans un délai donné, se sont conformés. Et lorsque nous voyons que ce n'est pas, nous les faisons un rappel, c'est-à-dire qu'on leur relance encore, et que c'est lorsque vraiment ça ne va pas, on sent que les gens ont la mauvaise volonté, c'est en ce moment qu'on passe à la répression. Et la répression consiste aux amendes dont vous avez fait allusion. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Vous allez nous rappeler un peu le délai, puisque vous avez dit que vous avez donné un délai pour que des gens puissent se conformer. C'est le 30 septembre.
Le 30 septembre. Oui. Dans 2 semaines. Oui. Mais je tiens aussi à souligner que nous allons revenir au niveau de télévision Espoir 47 avec des images de tout ce que nous disons. Parce que peut-être quand on le dit, il y a des téléspectateurs qui vont croire que non, ça n'existe pas. Oui. Nous allons revenir avec la brigade, nous allons revenir avec des images sur comment est-ce que les gens encombrent les espaces. Et cas par cas, nous allons parler de ces différentes infractions, les risques encourus, pour que les gens voient que ce que nous disons, en fait, ça existe et que nous ne venons pas pour les baratiner. Oui, oui. D'accord. Vos mots de fond? En guise de mot de fin, je pense que les questions de cadre de vie, au fait, sont des questions de santé publique. Et en prenant soin de notre cadre de vie immédiat, nous prenons soin d'abord de nous-mêmes. Parce que si le cadre de vie est insalubre, bonjour le paludisme, bonjour mais la diarrhée pour ceux qui sont à proximité. Donc ne serait-ce que pour éviter cette maladie-là chez nous, abonnons-nous d'abord au niveau des entreprises de pré-collecte, c'est très important. Évitons de jeter nos déchets dans les rues. Très souvent, nous nous plaisons à citer des capitales voisines, mais je ne dirais pas de nom. Ah, mais quand tu vas ici, c'est interdit, on ne fait pas. Et quand nous-mêmes, nous allons dans ces capitales-là, nous nous conformons à ces interdits. Mais quand nous sommes dans nous-mêmes, notre propre pays, on se plaît à le salir, ce qui n'a pas de sens. Donc, très sincèrement, dans les petits gestes, essayons de prendre soin de notre Togo chéri, notre ordre de l'humanité. Il s'appelle Tamek Profi, c'est lui le directeur de la communication de l'ANASAP. Ils sont deux, vous l'avez vu. On va terminer avec M. Kawo Glani. Au mot de fin. C'est un appel que je lance à nos chères populations à réduire considérablement ce phénomène de branchement illicite dans les caniveaux. Cela y va de notre santé à nous tous et surtout à la protection de notre cadre de vie. Merci à toi, chef de bataillon Kawo Glani. Vous êtes bien sûr le commandant de la brigade de salubrité publique à la NASAP. Merci à vous quand même. Par rapport à des précisions que vous nous avez données ce matin, vous aussi à la maison, j'espère que vous avez appris. Bon, ils nous ont promis de revenir, on les attend ici, surtout avec les images concordant, les images réelles, pour vous permettre quand même de comprendre toutes les précisions données ici dans cette émission. On a parlé de branchement illicite, les conséquences, les impacts, les apports de solutions, mais aussi les sanctions